Bon, je voudrais, avant de commencer, remercier les organisateurs de ce colloque et très affectueusement André Elbo et Elodie Verlinden de m'avoir fourni l'occasion de me trouver dans ce rendez-vous avec vous tous, qui est un vrai plaisir. Et je vais pour faire partir ma petite réflexion et rappeler la distinction faite jadis par Patrice Pavis entre corps relais et corps matériaux par rapport au personnage que j'ai choisi pour ma participation, celui de Don Juan, venant de Séville. J'ai cherché un personnage sévillan. Pavis parle du corps relais en considérant le corps, dans ce cas, comme totalement asservi en sens psychologique, ne jouant qu'un rôle de médiateur dans la cérémonie théâtrale, littéralement. Par contre, le corps matériau serait autoréférentiel et il ne renvoie à rien d'autre qu'à lui-même. Bon. Et je reviens à cette distinction parce que peut-être il y a des lignes de tension entre ces deux extrêmes. En tout cas, Don Juan est un personnage déjà irréductible à l'expression d'une idée ou d'une psychologie depuis son apparition. Et donc, je vais utiliser le mot relais dans le sens courant, dans le sens de système ou organisation ou réseau qui fait le lien entre deux ou plusieurs agents partageant le même objectif. Et dans ce sens, Don Juan est un corps relais par excellence, un corps nodal, toujours au centre de tous les conflits. Corps d'ailleurs au personnage qui devient mythique, donc la mythification d'ailleurs présente le paradoxe de fonder un procès sur un corps qui est essentiellement corps désirant et présence radicale, radicale parce que corps présent, corps absolu qui remplace et déplace tous les autres, mais en même temps, il devient inaccessible, hors d'attente, en fuite par définition à partir de tous les glissements opérés par les superpositions, variations successives. Don Juan n'est pas seulement un personnage de théâtre, il est essentiellement un acteur, et, comme dirait Gilles Deleuze, un acteur qui joue un rôle, qui joue d'autres rôles. Un acteur en abîme. Et cette caractéristique permet de considérer le personnage depuis son apparition au baroque, et justement peut-être pour cette raison d'après une optique très moderne. À travers cette action de jouer un rôle qui joue d'autres rôles, il s'établit un écart, une fuite, car l'acteur de la pure présence, comme dit Eugenio Barba, est un acteur représentant sa propre absence. En tant que personnage théâtral, le corps de Don Juan participe du double statut de l'acteur, signalé encore par Pavis, c'est-à-dire son corps renvoie à une personne réelle et présente, mais en même temps il est personnage imaginaire absent ou au moins placé sur une autre scène. Son corps d'acteur participant du double statut signalé ouvre immédiatement un creux, une absence, une distance de théâtralité avec laquelle il joue, dans laquelle il bouge et par laquelle il fuit. Et lorsque j'ai choisi le titre de mon intervention, je me suis mise à chercher sur Internet rapidement si quelqu'un avait pensé à ce titre. Et en effet, comme ça arrive toujours, je trouvais. Et j'ai trouvé un cours de Philippe Mang, le philosophe, qui donne justement à l'université d'Avignon, portant le titre « Le corps en fuite ». Et la définition qu'il en donne, bon, il parle de l'époque postmoderne, est la suivante. Or, le corps, indiquerons-nous, faute de temps, est avant tout troué, en rapport avec l'abîme du sens,
bien loin de préparer la naissance du sens d'un sens sensible originaire. Le corps postmoderne, nouvelle époque, est encore en fuite, encore désirant qui baisse, qui marche, court et nage, pris dans les lignes de fuite traversant un corps sans organes. La fuite est déjà, d'ailleurs, un prédicat, un thème associé à Don Juan, fuite en avant, perpétuelle, comme l'a défini Jean-Michel Glixon, qui fait de Don Juan, je cite, un être qui avance toujours au rythme, allegro ou presto, bousculant tout sur son passage. Bon, il serait bon à réfléchir sur comment se construit ce corps en fuite, comment cette fuite d'ailleurs implique les différents corps sur scène. Bon, je vais me borner à quelques petites réflexions, mon but n'étant que ouvrir des réflexions, et avec toute la modestie d'ailleurs possible. Bon, Don Juan, le corps de Don Juan est un corps essentiellement vectoriel du point de vue du désir, corps désirable, corps désirant, corps désiré, qui d'ailleurs se trouve toujours en corps à corps avec autrui. Don Juan lui-même, dans la pièce d'origine, c'est-à-dire El Burlador de Sevilla, se présente, la première apparition se présente comme un hombre sin nombre, un homme sans nom, c'est-à-dire le corps érotique n'a pas de nom, mais cette affirmation en même temps comporte l'affirmation contraire. C'est le nom aussi qui rend érotique, comme dira plus tard Unamuno. El nombre es lo que hace al hombre hombre. Le nom est ce qui rend l'homme homme. Ce qui va, d'ailleurs, c'est-à-dire chaque élément du réseau signifiant autour de Don Juan comporte toujours son contraire, se situant en tension dynamique, dialectique et essentiellement conflictuelle. Par exemple, le corps jeune face à corps vieux, corps jeune qui d'ailleurs représente la jeunesse, beauté, prestance, mais qui est étroitement lié au motif de tan largo me lo fiáis, si longue est mon échéance, c'est-à-dire la double temporalité immanente et transcendante. Cet aspect d'ailleurs, cette superposition, enfin le corps et le nom, ou ce jeu entre du désir, du corps désirable et à travers le corps social déstabilise complètement le paradigme de la séduction, puisque Don Juan, ou le corps de Don Juan, est désirable parce qu'on le prend pour un autre. C'est le cas de la duchesse Isabella, par exemple, ou dans le cas de la paysanne ou la pêcheuse, il est désirable parce qu'on peut obtenir un autre but, mais en même temps, on peut aussi, le mouvement va aussi en un sens inverse. C'est parce qu'il a un nom que l'on peut utiliser son corps, aussi, que l'on peut jouir de son corps. C'est-à-dire, Isabella cherche une excuse, où on peut au moins se poser l'interrogation. Bon, en tout cas, les signes sont brouillés, typiques aussi du baroque, et Don Juan est le grand perturbateur. Déjà, son corps présente toute l'ambiguïté des féminins, masculins, pour commencer. Et la naissance, entre guillemets, symbolique de Don Juan devant Thisbé comme Vénus qui sort de l'eau, mais en même temps, il est aussi cheval de Troie, il est aussi homme de chair et homme de vent, comme dit Jean Rousset, il est vapeur, évanescence, au corps même qui traverse les murs, comme chez Zorrilla au baroque. Mais Don Juan lui-même nous donne une perception du corps ou de son propre corps et du corps. Il parle de cette façon
Si un cuerpo noble, vivo, con potencias y razón y con alma no se teme, ¿quién cuerpos muertos temió? Si un corps noble, vivant, avec puissance et raison et âme n'est pas à craindre, qui devrait craindre les corps morts? Et le corps de Don Juan est essentiellement un corps volitif. Les puissances, comme tout le monde sait, puisqu'on a parlé tout à l'heure de l'âme, seraient les puissances de l'âme. Entendement, volonté, mémoire. Chez Don Juan, peut-être on pourrait parler seulement d'entendement et volonté, pardon, puisque il n'a pas de mémoire. Mais enfin, mon but était plutôt de montrer comment il confond l'âme et le corps. Il prend l'un pour l'autre, il le fait exprès, de toute façon. J'ai promis jouir de ce que l'âme a promis, dira-t-il par exemple, à propos de Aminta, l'âme, je t'offre l'âme dans mes bras. Donc il confond toujours, il confond les autres, il brouille les signes. On pourrait s'interroger aussi ou réfléchir sur le corps féminin, le corps, comment il apparaît, parce qu'il apparaît fragmenté, suivant évidemment le stéréotype de l'époque, mais pas seulement, c'est-à-dire, bon, les yeux, évidemment, c'est le lieu privilégié, les mains aussi, ou les pieds, mais tout ceci construit un stéréotype qui, d'une part, cache le corps, ce qui en fait un corps désiré, déjà parce que corps rêvé, donc recomposé, mais en même temps, ce corps archétypal n'est pas individualisé, c'est-à-dire c'est une femme de plus. Donc, corps recomposé à un deuxième nouveau, parce que les fragments, disons, deviennent interchangeables, ou configurent une sémiologie de l'interchangeable. Et c'est d'ailleurs chez Molière, par exemple, ce que nous allons trouver à travers l'énumération de Sganarelle, c'est plutôt des organes sans corps, et chez Monterland, la subversion de la hiérarchie corporelle. Bon, le corps étant spatialisé, il est à lui-même territoire et frontière, et notamment celui de Don Juan. À cet égard, bon, je citerai les paroles de François Schirpas dans Le corps, scène de l'existence, et l'importance qu'il accorde à la parole, puisque, comme il dit, une fois entré dans l'espace ouvert par la parole, le soi peut se distinguer des autres, reconnaître la frontière qui les sépare et établir entre eux et lui la distance qui lui permet de se faire la place à quoi il peut prétendre, de distendre cette proximité, d'ouvrir un espace et dans cette ouverture d'affirmer sa propre possibilité. Donc la parole joue un rôle essentiel comme un élément de délimitation de ce corps territoire et en même temps comme ce qui permet le passage vers autrui. Don Juan, tout le monde le sait, a un pouvoir sur la parole, pouvoir intellectuel tout d'abord, pouvoir actif, cette parole homicide, comme l'appelle Rousset, et il a même un pouvoir sur la parole d'autrui, comme on voit très bien dans la pièce de Molière et à travers Sganarelle. Toujours chez Molière, d'ailleurs, on dirait apparemment, mais on peut extrapoler au personnage en général, et on dirait apparemment que le corps de Don Juan n'a pas de frontières, justement. Ce cœur qui appartient à toutes les belles, n'est-ce pas, mais qui en réalité se dérobe au même instant qu'il paraît se donner, disparaissant dans sa fuite lorsqu'on croit l'avoir pris. Je ne saurais me résoudre à renfermer mon cœur entre quatre murailles.
Je te l'ai dit 20 fois, j'ai une pente naturelle à me laisser aller à tout ce qui m'attire. Mon cœur est à toutes les belles. Et c'est à elles à le prendre tour à tour et à le garder tant qu'elles le pourront. Et en réalité, c'est un mouvement centripète. Les victimes viennent vers Don Juan. D'autre part, cette délégation du corps est une délégation de la responsabilité et dans ce renversement du discours du droit que fait Don Juan dans toute la pièce de Molière, comme étudie très bien Camille Dumullier. Et par rapport à cette spatialisation du corps, du corps en scène, les gestes sont essentiels. C'est Don Juan qui commande le mouvement scénique. Nous avons une didascalie, par exemple, dans la pièce de Tirso, El burlador de Sevilla, très, très intéressante, dans le rendez-vous entre la statue, le premier rendez-vous et Don Juan. Don Juan apporte une bougie dans une main, une épée dans l'autre. Il est devant le commandeur. Don Juan recule, très troublé, dit l'auteur, et donc Gonfalo vers lui, pas petit, et se mesurant sur Don Juan, jusqu'à se placer en plein milieu du théâtre. Et la danse joue un sens inverse à la fin de la scène, où la didascalie nous dit comment, très petit à petit, se retire la statue, regardant Don Juan, et Don Juan la regardant, jusqu'à disparaître, et Don Juan demeure tout à fait terrorisé. Cette fois, Don Juan ne bouge pas, il est immobilisé pétrifié par le regard de Gorgone de la statue. Et le toucher est un geste essentiel dans tout cela, et la présence de la main. La main est déjà un connecteur corporel. La main est associée au pacte. Et la main est associée à l'époux. Et la main est égale. Je m'égale à toi sur la parole et main d'époux, dit Don Juan. Mais à qui appartient la main? La main appartient à qui? Par exemple, dans la scène où il prétend séduire Aminta, qui fait ses noces, Don Juan prend la main de la fiancée et dit la didascalie. Pourquoi vous la cachez? Demande-t-il. Elle est à moi, répond Aminta. Affirmation d'ailleurs ambiguë et tout à fait. Il y a polysémique, il y a toujours un sens second, une communication oblique, car cette main devrait être un friso, elle n'appartient pas à Aminta. 5 minutes. Pas plus. Alors je saute. Oui, parce que, il y a le fameux geste de donner la main, le commandeur qui donne la main à Don Juan et qui deviendra un geste essentiel dans les différentes versions. Mais nous pouvons voir comment c'est tout à fait tous les signes que nous pouvons appliquer à la main ou de la part de Don Juan, cette fois, c'est transféré au commandeur. Les mêmes métaphores, cet enfer de neige froid, qui est justement la main de Aminta, revient au commandeur. Et d'ailleurs, dans le geste de donner la main, le commandeur à Don Juan, le corps va se dissoudre, celui de Don Juan, à travers la sueur, par exemple, mais aussi celui de l'homme de pierre, à travers la laine, etc. Bon, je saute cet aspect de la statue qui serait à rapporter avec tout ce que nous avons vu d'ailleurs aujourd'hui, cet effet d'inquiétante étrangeté ou même des robots, pour m'arrêter un petit peu sur un aspect qui me semble plus intéressant
qui est celui du transfert des corps, d'un corps à l'autre, déjà dans la pièce d'origine. Il y a un curieux dialogue entre le marquis de la Mota et Don Juan, lorsque Don Juan court afin dire au marquis de la Mota que sa bien-aimée est prête à le recevoir, Doña Ana de Ulloa. Le marquis dit « Donne-moi ses pieds ». Don Juan considère que ta cousine n'est pas à moi. C'est toi qui dois en jouir, et c'est toi qui embrasse mes pieds. Ana, Doña Ana, est en fait le corps central, corps qui devrait être habité par d'autres corps, en principe par celui du marquis de la Mota, mais en action oblique de court-circuitage, et les corps usurpés par Don Juan. C'est un personnage très intéressant parce qu'il est corps central qui déclenche toute la tragédie de la vengeance, mais en réalité est encore absent, encore en creux. L'Anna de Tirso est une quasi-absence. Elle est l'image dont chacun rêve, n'existant que par les autres et par son lien tragique avec le dénouement, pure fonction dans un système de relations. Elle n'est rien comme personnage, mais son rapport étroit avec l'invité de Pierre fait d'elle une absence qui demande à vivre et à imposer sa présence. Il est dans la logique de cette présence virtuelle de se muer en héroïne et en héroïne privilégiée, souligne Jeanne Rousset. Et Anna, d'ailleurs, est un corps volitif aussi, comme celui de Don Juan, en réalité, et ce n'est que près du dénouement, et lors du tête-à-tête entre la statue et Don Juan, que nous apprenons par la bouche de Don Juan que Doña Ana a su découvrir le jeu scénique de Don Juan avant que celui-ci se produise, et pas après ou pendant comme les autres. Elle est la seule, d'ailleurs, à être capable de cela. Tout cela aura des conséquences, et parmi lesquelles je vais simplement citer comment le corps d'Anna est en réalité un corps relais, dans le sens qu'il est supplanté par d'autres corps, par les corps virtuels de toutes les victimes de Don Juan, ainsi que le commandeur lui-même avoue. Le rôle, dans cet aspect du transfert des corps, il faudrait considérer aussi le rôle de la musique de Mozart, de l'opéra de Mozart, qui a un effet purificateur, comme dit Jean Rousset. C'est sous un autre jour que Don Juan apparaît à la conscience moderne, non seulement absous par le grand pardon romantique, mais exalté, purifié par la musique de Mozart. Cet aspect purificateur de la musique de Mozart, nous pouvons le voir très bien dans le conte de Hoffmann, qui est un rêve éveillé, où il réinterprète l'opéra de Mozart à travers la musique, ou à partir de la musique, et notamment en fonction du corps de Doña Ana, dont le rôle et la portée sont hypertrophiés. Ana est encore en fuite, presque dans le sens musical du terme, c'est-à-dire où la séquence en fuite garde des résonances des séquences précédentes. Corps en fuite en tant que corps d'actrice, corps en fuite en tant que corps d'actrice qui brise la frontière du quatrième mur, et corps qui prend une nouvelle fuite hors scène, et traversant dans cette fuite le corps somatique du voyageur spectateur. Bon, conclure. Conclure. Oui, en réalité, j'allais finir sur Monterland, mais je le saute, oui. Où justement, déjà, il y a beaucoup d'aspects importants et intéressants à cet égard, mais en ce qui concerne la possession, le corps des femmes qui sont pour lui des morceaux de liège, comme il dit, qui l'empêchent de se noyer, aucun corps ne se donne. Je vais finir, je ne vais plus modeler, fini à jamais, les gémissements des femmes sous ma bouche et dans ma bouche. Il y a des moments où c'est comme une lance qui vous traverse le cœur et on crie. D'autres moments où ça s'arrange à peu près. J'oublie le passé,
Mais si je pouvais aussi oublier l'avenir, hein, mais cette fuite en avant, à la limite, comme a fait remarquer Jean-Michel Glixon, dans cette limite, Don Juan nous fuit peut-être, car il se creuse, je cite, une distance entre les héros et ce lecteur, spectateur, que sa course emporte, mais qu'il devance toujours quelque peu. Ainsi, la fuite contribue à cet écart, à cette intimité sans cesse différée, et que nous devinons impossible. Don Juan nous fuit. Merci de votre attention. Merci.